Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, les élus politiques. Je suis Madame Ahmed, responsable syndicale à Force ouvrière dans ce département. Aujourd'hui, on intervient sur le temps de travail. La loi de 19 août 2019 nous impacte tous les agents de la collectivité. On va dire ça comme ça, c'est le gouvernement. Nous, il y a eu une avancée sur les ATTE. J'ai eu un écrit du président, enfin de la DG, en disant qu'on n'impactera pas les ATTE. J'ai eu un écrit le 1er juillet. Pour avancer, on demande à la collectivité et à la séance départementale, puisqu'il y a d'autres agents qui seront vraiment impactés, c'est de faire comme dans toutes les collectivités, conseil départemental, les communes, celles qui sont demandées à l'État, demander le report de 3 mois. Ça concerne les 2 mois de vacances, au pire des cas, au mois d'octobre. Donc on demande que les agents, puisque vous savez, moi il y a un dicton qui dit « la confiance, ça se gagne ». J'ai vu que le président et toute la DG ont envoyé des messages à tous les agents de la collectivité en disant qu'ils seront le moins impactés. Justement, prouver à toutes que comme quoi que nous sommes la main sur le cœur, en disant que nous sommes pour les agents de cette collectivité, en disant que comme quoi qu'on ira jusqu'au bout, même si on doit décaler la séance aujourd'hui sur le temps de travail. Donc c'est un point fort pour les agents. Vous savez, la confiance, ça se gagne. Parce que si on passe le projet aujourd'hui, si ça passe le projet aujourd'hui, il va y avoir une défaite vis-à-vis des agents. Je ne vous le cache pas. On a pu prouver vis-à-vis des Covid, on a pu les trouver au sens de la population. Donc je demande à la séance de demander le report. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Madame Ahmed. Je crois qu'ensuite il y a l'intersyndicale qui va lire une déclaration. Oui, il y a une déclaration commune de l'intersyndicale. À vous. Donc je vais vous la lire. Monsieur le Président, depuis des mois, les agents départementaux sont mobilisés contre la mise en place des 1607 heures. Aujourd'hui, pour la 5e fois depuis le mois de mai, nous sommes dans l'action, nombreux et déterminés. Nos camarades du conseil départemental du Val-de-Marne étaient massivement dans la rue ce lundi. Nous leur exprimons notre solidarité pleine et entière. Et vous, Monsieur le Président, êtes-vous pleinement solidaire avec les collectivités et les élus du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis qui mènent un combat courageux et exemplaire contre les 1607 heures. Suite à un long combat, ces collectivités ont obtenu que le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité de cette loi avec la Constitution et la libre administration des collectivités territoriales dans le cadre d'une QPC, question prioritaire de constitutionnalité. Et vous, Monsieur le Président, pourquoi cette absence de positionnement par rapport à la QPC? Pourquoi ne pas vous saisir de cette opportunité pour lutter contre une réforme profondément régressive, pour reprendre les termes de votre courrier du 6 décembre 2021? Les élus du groupe écologiste et les élus du groupe communiste, insoumis et citoyen ont exigé solennellement le report de la délibération sur les 1607 heures. Vous ne pouvez compter que sur une minorité de votre majorité. Et vous, Monsieur le Président, pourquoi vous opposez-vous à votre majorité? Pourquoi prenez-vous le risque de faire adopter ce texte grâce aux voix des élus de droite? À défaut de nous écouter, nous, organisations syndicales, écoutez vos confrères, écoutez vos agents, écoutez vos élus. Il est encore temps. Reportez le vote sur le temps de travail en attendant la décision du Conseil constitutionnel. L'intersyndicale CFDT, CGT, FO, FSU, Sud et UNSA.
Merci. Merci. Je vous propose maintenant donc de reprendre notre séance et d'ouvrir officiellement donc la séance de ce matin. Alors, mes chers collègues, je vous remercie de votre présence pour cette dernière séance avant les congés d'été, avec un ordre du jour un peu particulier, puisque pour une grande part, il nous est imposé. En effet, nous devons mettre en œuvre la loi de transformation de la fonction publique qui oblige les collectivités territoriales, toutes les collectivités territoriales de France, à revoir leur règlement du temps de travail. Pour les départements, ils doivent le faire 1 an après le renouvellement de l'Assemblée. Nous y sommes. J'ai souhaité aussi que nous puissions, ce matin, présenter un 2e rapport lors de cette séance concernant la revalorisation des métiers qui, lui, relève du pur volontarisme de l'exécutif départemental. Je vous propose donc de discuter de ces 2 rapports en même temps et je souhaite vous les présenter personnellement. Évidemment, nous voterons séparément chacune de ces délibérations. D'abord, sur l'application de la loi de transformation de la fonction publique pour le département de la Seine-Saint-Denis. Depuis plusieurs mois, des échanges ont eu lieu avec les organisations syndicales et dans les directions. J'ai souhaité laisser, comme ça a été le fait à l'instant, les représentants de l'intersyndicale s'exprimer devant vous, car je sais que ce matin encore, les représentants syndicaux et des agents manifestent leur mécontentement. Cette loi, avec les élus de la majorité départementale, je m'y suis opposé. J'ai dit au gouvernement que nous considérions cette loi comme étant à rebours de la tendance historique à la réduction du temps de travail. Je suis d'ailleurs persuadé qu'elle n'aurait pas été la même si le gouvernement avait dû la proposer au Parlement après la crise sanitaire, compte tenu du rôle joué par les services, locaux en particulier, et au vu des enjeux actuels d'attractivité des métiers au sein des collectivités locales. Nous avons plaidé pour reconnaître la spécificité de l'exercice des métiers en Seine-Saint-Denis, compte tenu des enjeux sociaux, économiques, environnementaux qui ont particulièrement cours sur ce territoire. Nous n'avons pas été entendus. Alors oui, appliquer une loi que l'on considère comme inadaptée, injuste, ce n'est pas facile. Pourtant, nous allons devoir la mettre en œuvre, comme toutes les collectivités de France. Elles sont une grande majorité à l'avoir fait en Seine-Saint-Denis, comme d'ailleurs dans la plupart des villes dirigées par des élus ici présents. En Seine-Saint-Denis, seules 4 villes sur 40 n'ont pas encore délibéré. Je ne crois pas que les 36 autres soient toutes de la même couleur politique. Malgré notre opposition à la loi, nous avons fait le choix d'un travail sérieux et transparent. Et je veux saluer en particulier, ils sont dans la salle aussi, les collègues des services de la direction des ressources humaines qui, depuis des mois, ont été particulièrement mobilisés. Ils ont discussion. J'ai proposé aux présidentes et présidents de groupe de mener une discussion globale, puis de voter les délibérations de manière séparée. Je donne donc tout de suite la parole à Frédéric Denis. Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs les agents et représentants des organisations syndicales, je limiterai cette déclaration à l'objet du rapport. Je ne reviendrai pas, comme cela a été fait, sur, je cite, le combat pour le Grand Paris Express ou les JOP. Je rappelle, pour mémoire, que s'agissant des JOP, la candidature de Paris et de la Seine-Saint-Denis était la seule en lice. Nous, écologistes, nous savons que ces grandes opérations sont loin en tout cas, d'être profitables, en partie ou dans leur intégralité, à notre département, à ses habitantes et à ses habitants. Nous voici donc, ce matin, réunis, avec un peu de retard sur l'injonction légale qui nous fixait le délai du 1er juillet, pour délibérer sur un nouveau règlement du temps de travail en application d'une loi de 2019 au titre trompeur
loi de transformation de la fonction publique. Nous ne sommes pas dupes. Derrière cette appellation prétendument neutre, voire positive, se cache en réalité une nouvelle étape de la destruction méthodique du service public à l'œuvre depuis plusieurs années. Chaque jour, l'actualité rappelle l'état inquiétant des hôpitaux et des écoles, et plus largement des services publics, de la santé, de l'éducation, de l'accompagnement social. C'est maintenant et à nouveau le tour des collectivités, déjà éprouvées par des baisses de financement massives ces dernières années et par une contractualisation budgétaire de plus en plus restrictive. Pour mémoire, la loi de 2019, entre autres, fait le nid, favorise le recours aux emplois contractuels. La même loi introduit la rupture conventionnelle dans la fonction publique et crée un nouveau contrat précaire avec le contrat de projet. C'est son article 47 qui nous occupe aujourd'hui. Vous le savez, il impose la fin de toute dérogation à un temps de travail annualisé de 1607 heures, soit 35 heures hebdomadaires et 25 jours de congé. Au département, ces dérogations se caractérisaient par un régime général permettant aux agents une meilleure organisation familiale ou personnelle avec 12 jours de congé annuels supplémentaires, soit 37 jours de congé, et par des régimes particuliers pour des métiers usants pour la santé, comme les égoutiers à 32 heures hebdomadaires ou des métiers aux missions particulièrement stressantes, comme les assistants et conseillers socio-éducatifs, avec des jours de congé en plus. Rappelons que ces dérogations ont été maintenues en 2001 par le gouvernement de la gauche plurielle d'alors, consciente des réalités locales et de l'intensité particulière des missions de service public en Seine-Saint-Denis. Une Seine-Saint-Denis qui a d'ailleurs montré en juin son envie de porter à nouveau les gauches au pouvoir, avec 100% aux élections législatives de réussite des candidats de la gauche, ce qui n'est pas arrivé dans notre département depuis 1981. Nous ne comprenons pas ce forcing de la part de l'État. Le gouvernement actuel ne dispose plus de la majorité absolue. C'est dans ce contexte et au mépris de la forte demande sociale qu'il s'est exprimé qu'il veut terminer l'application de cette réforme qui constitue une énorme régression sociale. Elle va à l'encontre du sens de l'histoire. Elle tourne le dos au progrès social que représente la diminution du temps de travail, porteuse d'un meilleur équilibre entre temps professionnel et personnel, d'un meilleur partage du travail disponible et tout simplement d'une meilleure qualité de travail. Portée par une logique purement idéologique, l'application générale et uniforme de cette loi méconnaît totalement la réalité de la situation quotidienne des agents de notre collectivité qui font face aux difficultés socio-économiques et à la fragilité des populations du territoire. Une spécificité d'ailleurs reconnue par le plan L'État plus fort en Seine-Saint-Denis, présenté par Édouard Philippe en octobre 2019, dans le bâtiment même où nous nous trouvons, et c'est un comble. Enfin, la loi et les modalités d'application que le préfet semble en attendre à travers le contrôle de légalité actent un déni manifeste et assumé de notre gouvernement face aux difficultés en termes d'attractivité de nombreux métiers bien représentés dans nos services. Nous voulons protéger nos missions de solidarité, d'accompagnement, de progrès social et d'émancipation au service des habitantes et des habitants de la Seine-Saint-Denis. Tous les agents y participent, qu'ils soient de la filière technique, administrative ou directement sociale ou médico-sociale. Nous tenons à défendre l'intérêt de tous les agents avec un regard particulier sur les situations de vulnérabilité objective. C'est pourquoi nous avons porté, avec l'ensemble de la majorité, une demande de suggestion générale pour les agents du département, pour le moment sèchement refusée par le préfet. Au-delà de ce refus, et on avait refait un courrier au ministre pour redemander justement que soit prise en compte cette suggestion. Au-delà de ce refus, le département a pu retenir des suggestions particulières. Le cadre légal est mobilisé pour reconnaître la pénibilité physique de certains métiers. Nous, les écologistes, nous avons notamment porté la nécessité de faire reconnaître la pénibilité psychique pour les agents du secteur social. C'est un premier pas qui s'inscrirait pour nous dans un nécessaire débat à mener au niveau national sur la charge mentale des agents, en particulier celles et ceux qui évoluent dans le cadre d'une urgence sociale permanente. Enfin, le règlement proposé peut
peut introduire une souplesse nouvelle sur la répartition du temps de travail imposé annuellement et sur les conditions de RTT. Néanmoins, en dépit de ces aménagements, nous ne confondons pas les jours de RTT avec les jours de congés perdus par tous les agents. Car peu importe la formule retenue, à la fin, tout le monde y perd. Le compte n'y est pas. Les agents vont travailler plus pour au mieux gagner la même chose. Encore une fois, nous le rappelons, cette loi est antisociale, elle bafoue la liberté des collectivités à s'organiser dans le cadre de leurs missions et compétences. Cette loi est tellement à rebours du progrès social qu'elle a fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, une QPC, retenue par le Conseil constitutionnel après que le Conseil d'État a jugé la question sérieuse et pertinente. Certes, un certain nombre de collectivités ont déjà voté dans leurs instances les modalités d'application de la loi. Mais cette QPC, à ce moment du processus de mise en œuvre, est un élément qui change fondamentalement la donne selon nous. Nous comptons sur le résultat de ce recours. Et quoi qu'il en soit, il est pour nous tout simplement impossible de voter un texte définissant les modalités d'application d'une loi dont la compatibilité à la Constitution est en cours de vérification en ce moment même. Nous avons donc formulé avant cette séance, à plusieurs reprises, une demande de modification du calendrier pour voter après la décision sur cette QPC, choix retenu par notre voisin, le département du Val-de-Marne. Une institution publique de notre importance doit pouvoir attendre le résultat d'une telle procédure, quitte à faire front face à l'injonction nationale que nous connaissons. Encore hier, nous vous avons adressé, Monsieur le Président, un courrier commun avec le groupe communiste insoumis et citoyen, vous redemandant le report au nom de la pacification du dialogue social, de la protection des agents, au nom de la cohésion de la majorité. Il nous paraît absolument nécessaire d'attendre le résultat de ce recours qui pose la question du respect de l'autonomie des collectivités, mise à mal depuis plusieurs années, entre perte quasi totale des leviers fiscaux autonomes, on le voit encore avec la CVAE depuis hier, et 8 milliards de cadeaux aux entreprises. Donc, perte quasi totale de leviers fiscaux autonomes et sacrifices budgétaires imposés ces dernières années par le pacte de Cahors. Si le Conseil constitutionnel devait déclarer la loi conforme à la Constitution, alors il sera temps de débattre de ses modalités d'application, nous y serons contraints, et nous voudrons faire en sorte que la loi soit la moins injuste possible. Nous avons donc fait émerger des demandes sur la pénibilité psychique, sur la souplesse en termes d'horaires hebdomadaires, sur l'annualisation des RTT. Mais ce n'est pas aujourd'hui que nous pouvons avoir ce débat de fond tant que nous n'avons pas la réponse à la QPC. Notre espoir, c'est que le dialogue social puisse se prolonger. Nous souhaitons que soient prises en compte les dispositions les plus favorables au personnel qui ont été mises en œuvre dans d'autres collectivités, y compris après le contrôle de légalité, notamment à Paris. Pour toutes ces raisons, raisons constitutionnelles, raisons sociales, raisons d'autonomie des collectivités, raisons de maintien du rôle de bouclier social du département et d'un régime adapté à ses agents, notre décision est de ne pas prendre part à ce vote qui n'aurait pas dû se tenir aujourd'hui. C'est le choix de 4 élus de notre groupe. La 5e, Mélissa Youssouf, s'expliquera sur son vote en prenant la parole à son tour. Pour les 2 rapports incidents qui suivent, 3e et 4e à l'ordre du jour, ce sera la même configuration des votes du pôle écologiste. Par ailleurs, avant cette séance, nous avons demandé une dissociation claire des débats entre les 2 principaux points à l'ordre du jour. Cette requête n'a pas abouti. Nous serons donc amenés à un vote différent sur le 2e rapport qui porte sur les mesures de revalorisation salariale pour les agents. Ces mesures permettent de reconnaître la mobilisation exceptionnelle des agents pendant les 2 années de crise sanitaire et leur investissement quotidien dans le développement de services publics adaptés à la demande sociale de la population. Elles permettent aussi de rappeler que les agents sont exposés injustement aux effets conjugués de 2 phénomènes. Le gel du point d'indice de la fonction publique depuis 2010, que le dégel annoncé récemment ne rattrape absolument pas. Et la progression inquiétante de l'inflation, aujourd'hui à son plus haut niveau sur 1 an depuis 37 ans. Nous devons aussi prendre en compte le contexte électoral récent qui confirme l'ancrage à gauche de la Seine-Saint-Denis.
Avec ce succès collectif, le département, jusque-là assez isolé, est conforté dans son propre ancrage à gauche. Nous voulons le traduire concrètement en matérialisant les revendications de hausse du pouvoir d'achat. Les hausses de salaire pour les agents publics sont portées depuis longtemps par les partis de gauche et par les syndicats, notamment dans les collectivités et les grandes entreprises publiques. C'est pour nous une nouvelle page qui s'ouvre. En aucun cas, ce ne sont des compensations salariales à la question de l'organisation du temps de travail. C'est pour nous une nouvelle page qui s'ouvre, avec les députés de la NUPES, avec une majorité à gauche renforcée dans l'Assemblée départementale, nous pouvons entrer dans une nouvelle ère. Nous voulons marquer ce changement avec une hausse forte de notre masse salariale, à un seuil symbolique d'au moins 10%. Ce sont nous, les élus du pôle écologiste, qui, dans cette démarche d'augmentation du pouvoir d'achat, avons proposé de consacrer l'équivalent donc de ces 10% de notre masse salariale à ces mesures. Cette proposition a été retenue après plusieurs ajustements. Rappelons que le département, en effet, finance seul l'ensemble de ces mesures, même celles qui sont réglementaires. À ces mesures réglementaires, il ajoute des mesures qu'il porte en propre et qui représentent à elles seules une somme supplémentaire de plus de 15 millions d'euros. Si cela est rendu possible par les marges budgétaires nouvelles évoquées lors du débat sur le budget modificatif, l'effort reste important puisque nous sommes par ailleurs engagés dans des investissements lourds au service du territoire avec nos différents plans pour répondre aux besoins en termes de demande sociale, d'équipement et de résilience écologique. Une partie des agents, donc nous avons décidé effectivement, même si un certain nombre de mesures réglementaires doivent s'appliquer, par exemple le dégel du point d'indice et le Ségur de la santé, de mettre au point plusieurs mécanismes qui nous permettent de les compléter, bien au-delà de ce que permet l'application des mesures décidées par l'État. Une partie des agents non concernés par les mesures nationales dans certains secteurs sont augmentés via le régime indemnitaire, autrement dit le RIFSEP. Cela permet d'ailleurs de toucher des agents non concernés par la dernière réforme du RIFSEP en 2018. Nous portons également la mise en place des chèques déjeuner pour les agents des sites déconcentrés dépourvus de lieux de restauration collective qui jusqu'ici étaient défavorisés par rapport aux agents des sites centraux ou mieux pourvus pour déjeuner. C'est donc un effort d'ampleur qui est présenté ici avec environ 6 600 agents concernés hors dégel du point d'indice. De nombreux agents sont concernés à plusieurs titres, puisque les mesures s'additionnent. Un agent peut ainsi être concerné à la fois par une hausse via le régime indiciaire, Ségur, changement de catégorie, dégel du point d'indice, via le régime indemnitaire, soit rehaussement du RIFSEP, soit par changement de cotation dans la grille du RIFSEP, et enfin par l'octroi des chèques déjeuner. Et les trois types d'augmentation sont cumulables pour un même agent. Ainsi, malgré le contexte difficile dans lequel notre démarche s'inscrit, nous pensons que ces mesures représentent une réelle avancée pour les agents. C'est un choix politique fort que nous défendons et que nous portons. Il est perfectible. Nous le voulons à l'image des valeurs que nous mettons concrètement au cœur de notre action, à l'articulation des enjeux sociaux et des enjeux écologiques pour une société plus égalitaire, moins conflictuelle et plus respectueuse des rythmes naturels. Vous l'avez compris, les élus du pôle écologiste voteront donc en faveur du deuxième rapport à l'ordre du jour. Je vous remercie. Merci. Alors, je propose de donner la parole à Émilie Lecros. Je vous remercie. Monsieur le Président, chers collègues, la mise en place du nouveau règlement du temps de travail dans notre collectivité divise notre Assemblée départementale. Aujourd'hui encore, nous affirmons notre opposition à la loi de la transformation de la fonction publique et son fameux article 47 qui nous met en demeure d'appliquer l'annualisation du temps de travail à 1607 heures à partir du 1er janvier 2023. Les conséquences directes de cette mesure est la dégradation des conditions de travail et la suppression des jours de congé, quel que soit le métier exercé et sa pénibilité. Une telle mesure est inacceptable. Alors que les agents n'ont eu de cesse de se mobiliser durant toute la période Covid pour assurer les missions de service public si indispensables aux citoyennes et aux citoyens de Seine-Saint-Denis. Et au lendemain de cette crise sanitaire, la seule réponse du gouvernement, c'est « travailler plus pour le même salaire ». C'est une dégradation des conditions de travail pour l'ensemble des personnels de notre collectivité. Vous le savez comme moi, cette situation nouvelle ne sera pas sans conséquence sur la qualité du service public rendu aux usagers, voire même sur la capacité du département à assurer une partie des missions de service public. Notre collectivité connaît déjà de nombreux métiers en tension. Je pense naturellement aux agents des circonscriptions de services social, aux travailleurs sociaux, au personnel de crèche, de PMI, tout comme aux ATTE. Avec les pertes de congés et la disparition de la spécificité de ces métiers et d'autres dans notre collectivité, nous risquons d'être en plus grande difficulté qu'aujourd'hui
pour recruter et poursuivre les ambitions que nous nous étions fixées à l'occasion du vote du budget 2022. La perte d'attractivité de notre département sur ces métiers nous met en grand danger pour poursuivre ces missions. Et je ne suis pas sûre que la revalorisation salariale que nous allons voter à la suite de cette délibération, malgré les efforts faits par le département, ne permette de compenser une telle dégradation des conditions de travail. Ainsi, du fait de cette loi, la concurrence entre collectivités va s'accroître sur ces métiers en tension, au détriment des populations de notre territoire, victimes d'une pauvreté endémique et d'un réel manque de dotation de l'État en termes de services publics, comme le montrait le rapport parlementaire de 2018. Conscients de cette situation, des collectivités de notre département ont fait le choix de s'opposer à l'application d'une telle loi. C'est le cas de Bobigny, Stein, Tremblay, Montreuil et Noisy-le-Sec qui ont refusé d'appliquer dès le 1er janvier cette loi. Face à cette opposition, le préfet a tenté de tordre le bras à ces collectivités, les menaçant de lourdes pénalités financières que le tribunal administratif a fini par annuler. Cette résistance s'est également exprimée dans d'autres départements d'Île-de-France. Ainsi, dans le Val-de-Marne, suite au refus d'appliquer l'article 47 de la loi du 6 août 2019 par des communes, le juge des référés de Melun puis le Conseil d'État, le 1er juin dernier, ont décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel l'examen de cet article. Cette question prioritaire de constitutionnalité, portée notamment par la ville de Bonneuil, se base sur la perte de la libre administration des collectivités qui découlerait de l'application des 1607 heures. Ainsi, le Conseil d'État affirme que les dispositions de l'article 47, je cite, portent à la libre administration des collectivités territoriales et à la liberté contractuelle, principe constitutionnel, une atteinte disproportionnée que ne justifierait aucun motif d'intérêt général. Cette situation soulève donc une question qui peut être regardée comme nouvelle et doit retenir toute notre attention. Alors que la décision du Conseil constitutionnel devrait intervenir entre le 15 juillet et le 1er septembre, quel intérêt notre collectivité a-t-elle à délibérer dès le 7 juillet, mis à part à nous obliger à redélibérer ultérieurement? De plus, à l'incertitude sur l'avis du Conseil constitutionnel s'ajoutent pour notre département d'autres incertitudes. À plusieurs reprises, nous avons écrit au ministre de la fonction publique pour faire reconnaître auprès de l'État l'exceptionnalité de la Seine-Saint-Denis au même titre qu'elle a été reconnue pour la fonction publique d'État. Avec la période électorale que nous venons de vivre, nous n'avons reçu pour l'heure aucune réponse. Mais nous ne désespérons pas d'en recevoir une très prochainement. À ceci, nous pourrions ajouter l'absence de réponse du préfet sur la reconnaissance de la pénibilité psychique. Nous pourrions également évoquer l'absence d'un nouveau décret sur les ASA, annoncé mais toujours pas paru. Alors, comment délibérer face à de telles carences? Les villes de notre département, qui n'ont pas encore mis en application les 1607 heures, ont fait le choix de reporter leur délibération dans l'attente de ces précisions afin de mettre en œuvre l'application la moins défavorable pour les agents. Le Conseil départemental du Val-de-Marne, pour sa part, a fait le choix de délibérer en octobre à ce sujet. Monsieur le Président, vous le savez, ce n'est pas une surprise. Au regard de cette situation, nous reposons une nouvelle fois la question du calendrier. Nous considérons qu'il est nécessaire de décaler cette délibération à l'automne. Ce temps pourrait nous permettre de revoir, à partir des réponses attendues, les suggestions, les compétences, les métiers, les pénibilités pour octroyer davantage de jours de congé ou de RTT. Dans le contexte actuel, nous estimons qu'il y a trop d'incertitudes, voire d'injustices pour statuer aujourd'hui. Ce report de calendrier, nous vous l'avons demandé, il vous est demandé par 2 composantes de votre majorité sur 3. Vous ne pouvez pas ne pas y être attentif. De plus, ce changement de calendrier pourrait nous permettre de nous enrichir des possibles des autres collectivités. Je pense naturellement à la ville de La Courneuve, qui a maintenu un régime inchangé pour les agents soumis à des contraintes organisationnelles. Cette situation validée par le contrôle de légalité de la préfecture, donne lieu à une jurisprudence intéressante pour notre département et les autres collectivités. À ceci, nous pourrions ajouter le travail effectué récemment par le Conseil départemental du Val-de-Marne. En effet, il propose pour l'heure des suggestions plus favorables pour les travailleurs sociaux qui bénéficieront d'un régime de 1537 heures, soit 10 jours de RTT, là où notre département en propose 3.
Nous pourrions également évoquer la situation des auxiliaires de puéricultrices, qui ont aujourd'hui un temps de travail à 1579 heures. Si l'ensemble de ces dispositions devront à leur tour être soumises au contrôle de légalité, nous pourrons nous appuyer, en cas de validation, sur leurs justifications pour les faire valoir également sur notre territoire. Ces nouvelles suggestions permettraient de remettre en cause le cycle de travail de 41 heures que comporte la délibération de ce matin et qui est à contre-courant des évolutions de notre société et avec laquelle nous avons marqué à plusieurs reprises notre désaccord. Enfin, une délibération à l'automne permettrait de poursuivre le dialogue social avec les organisations syndicales et de répondre aux questions légitimes qu'elles posent sur certains aspects de cette délibération dépassant le cadre de la réglementation du temps de travail. Je pense naturellement à la suppression de la journée continue dans les PMI ou encore aux ouvertures tardives des services de PMI, de circonscription de services sociaux et de l'aide sociale à l'enfance. Pour toutes ces raisons, une partie de notre groupe votera contre cette délibération et une partie s'abstiendra. Nous espérons que le vote d'aujourd'hui ne clôt pas les discussions. Sachez-le, Monsieur le Président, nous saisirons toutes les possibilités nous permettant de garantir un service public de qualité aux séquagno-dionysiennes et séquagno-dionysiens. Ceci passe, selon nous, par l'amélioration des conditions de travail pour les agents de notre département. Concernant les revalorisations salariales, notre groupe votera pour ce rapport. Cependant, permettez-moi quelques remarques. Pour le gouvernement, quand il s'agit de dégrader les conditions de travail des agents, nous sommes face à une injonction d'appliquer en faisant fi du principe de libre administration des collectivités territoriales. Mais quand il s'agit de revaloriser le travail des personnels de la santé, la libre administration des collectivités devient un frein pour répondre à ces primes et les rendre obligatoires dans l'ensemble des collectivités territoriales. Vous en conviendrez avec moi, cette situation est particulièrement inique. À cette situation s'ajoute l'annonce d'un dégel du point d'indice à 3,5%. Après 6 ans sans dégel du point d'indice et avec une inflation annoncée désormais à plus de 6% dans les prochains mois, on peut affirmer que ce dégel ne va malheureusement avoir un impact limité sur le pouvoir d'achat des agents. Et pourtant, nous le voyons aujourd'hui. Le nombre de travailleuses et de travailleurs en situation de pauvreté ne cesse de croître. De plus, les annonces notamment sur le prix du gaz et l'électricité ne nous décrivent pas un avenir meilleur. Ces remarques faites, nous ne pourrons que voter pour cette revalorisation qui se fera malheureusement avec une aide incertaine financière de l'État. Nous ne pouvons que voter pour l'application des mesures que comporte le Ségur de la santé, les mesures liées à la conférence sociale et au rehaussement de la grille RIVSEP. Cependant, malgré ces efforts, je tiens à signaler qu'une partie des agents de catégorie C, hors dispositif du Ségur et de la santé et de la conférence sociale, ne verront leur salaire augmenter que de façon très marginale. Si cette augmentation est due uniquement à la volonté du département, et il faut le dire, nous savons dans le même temps que ces agents sont ceux qui ont les plus bas salaires et donc sont les premières victimes de l'augmentation des prix et de l'inflation. Certes, le budget du département n'est pas extensible, et nous le savons, mais il semble nécessaire de poursuivre l'objectif entamé avec ces revalorisations en prenant davantage en compte la situation de chacun des agents afin de leur permettre de vivre correctement. Je vous remercie. Madame Aude-Lagarde. Monsieur le Président, chers collègues, vous nous présentez ici le règlement relatif au temps de travail pour les agents du département. Il s'agit de nous conformer à une obligation légale en application de la loi relative à la transformation de la fonction publique. En ce sens, notre groupe réaffirme qu'une réforme de la fonction publique était nécessaire pour adapter les parcours professionnels des agents publics aux nouveaux enjeux, aux nouvelles contraintes et aux attentes fortes de nos concitoyens. En revanche, nous continuons de regretter l'absence de dialogue sans lequel la loi a été pensée, étudiée, puis imposée aux collectivités comme la nôtre. À force de faire sans concerter les fonctionnaires, le gouvernement n'aura réussi qu'une chose, obtenir leur mécontentement. Sur ce point, nous partageons votre point de vue. Encore une fois, l'État nous a imposé de mettre fin au maintien des régimes dérogatoires aux 1607 heures et à l'attribution de jours d'absence dépourvus de base légale. À Drancy, nous sommes parvenus à un compromis en choisissant de fixer la durée de travail quotidienne à 36 heures 40 minutes, l'écart annuel de 74 heures,
par rapport aux 1607 heures demandées par l'État sera comblé au moyen d'une réduction de la pause méridienne de 20 minutes. De cette façon, nos agents conservent les 9 jours de congé supplémentaires ainsi que la journée de solidarité non effectuée ou récupérée. Nous continuons malgré tout à regretter que les collectivités aient été si peu concertées dans ce dossier. L'État n'a visiblement toujours pas compris que les collectivités territoriales doivent être écoutées, car toute mesure prise par l'État en la matière les impacte. Par ailleurs, vous pointez aussi que la mise en œuvre de cette loi met fin à la reconnaissance étatique d'une forme d'exceptionnalité du territoire séquano-dionysien, notamment à travers l'octroi d'une prime de fidélisation aux agents de l'État, dérogatoire au droit national, reconnaissant par là sa singularité et les difficultés d'attractivité. Loin de nier les difficultés d'attractivité et de fidélisation des personnels de notre territoire, nous croyons surtout que le problème est à prendre à la racine. L'État doit enfin assurer au département de Seine-Saint-Denis les conditions essentielles à sa prospérité et à son développement. Pour réussir sa réforme et voir le territoire évoluer à la hauteur de ses enjeux, l'État doit y allouer les moyens, notamment en nous dotant de personnel expérimenté, mieux payé qu'ailleurs et bénéficiant davantage en matière de retraite, ainsi que de faciliter l'accès à la propriété. Plus qu'un enjeu de salaire ou de congé, il s'agit aussi d'un choix et d'un parcours de vie à accompagner. Je vous remercie de votre attention. Merci. Pierre Laporte. Monsieur le Président, chers collègues, je vais prendre l'angle de dans quel sens cette réforme a été établie et quelles en sont les conséquences. Mais au préalable, je vous ai écouté, vous avez bien décrit la situation dans laquelle se trouve la fonction publique, mais par contre, je suis un peu étonné quand vous avez dit « Certains attendent dans une position confortable de voir les tribunaux appliquer la loi dans sa brutalité ». Je pense que pour toutes les villes que nous avons citées, ce n'est pas le cas, puisque à la fois il y a l'action judiciaire jusqu'au Conseil constitutionnel. Alors ça, c'est une nouveauté par rapport à ce qu'on a connu dans la première vague qui concernait les villes. Et ces villes n'attendent pas puisqu'elles discutent avec le personnel. Alors peut-être il y en a qui font ça dans un esprit pervers, mais les exemples qui ont été donnés par Émilie et les autres sont le contraire de ça. C'est-à-dire qu'on centre bien notre débat en utilisant tous les moyens à disposition pour empêcher cette loi de s'appliquer. Alors évidemment, le Conseil départemental n'a pas le pouvoir de voter contre la loi, ça je suis bien d'accord, mais je pense que cette vision que vous donnez fausse un peu le débat. On ne peut pas dire, vous attendez confortablement que le préfet applique brutalement les choses, puisque ces villes-là sont dans le combat judiciaire, dans la discussion avec les syndicats et dans la tentative de réduire au maximum toutes les atteintes qui sont portées par cette loi. Je voulais dire aussi que la réforme des 1607 heures n'est pas une péripétie, elle est plutôt le marqueur de la casse des services publics et au fond un élément du combat sur le partage des richesses. Pourquoi je dis ça ? L'inflation aujourd'hui, toutes les tentatives qui sont faites à travers cette loi, c'est d'une part de travailler plus et d'autre côté de gagner moins. Donc on voit bien que les partages des richesses au niveau national, elles constituent déjà à réduire les financements des collectivités locales, à les mettre sous tutelle, à faire en sorte que la fonction publique ne dépense moins. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, quand on regarde l'état de nos hôpitaux, c'est quand même extraordinaire. On a des gens qui sont mal payés, on a des gens qui s'en vont, on a des hôpitaux qui sont avec des bâtiments dégradés, je pense à Montfermeil, il faudra le raser pour le reconstruire. On a du matériel qui est complètement obsolète à 50% dans la plupart des hôpitaux. Donc on a fait des économies là-dessus. Pourquoi ? Quand je regarde, et je l'ai déjà dit, le recrutement des enseignants sur l'Académie de Créteil, on s'aperçoit que c'est une petite partie seulement qui sera pourvue après le concours.
Résultat des courses, c'est que ça va encore s'aggraver dans nos écoles, de ne pas avoir d'enseignants tous les jours, de ne pas d'avoir des élèves qui sont désavantagés et dont le droit à l'éducation est atteint. Tout cela a une signification. Donc, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on continue à accumuler les richesses d'un côté, puisque quand on regarde les chiffres, entre 2009 et 2020, les plus riches en France ont augmenté de 435% leur patrimoine. Et pendant ce temps-là, de combien ont augmenté les salaires des salariés de la fonction publique? Je vous pose la question. Eh bien, en réalité, avec le gel du point d'indice, dans la fonction publique, sur la même période, ils ont quasiment perdu 20% du pouvoir d'achat. On voit bien l'injustice sociale, on voit bien la logique qui conduit à ça. Et pourquoi cette logique implacable? Comme le disait le camarade Karl Marx, le capitaliste n'est pas méchant ou gentil, il exploite davantage pour accumuler plus et ne pas être mangé par son concurrent. Cette politique de prédation envers l'homme et la nature n'est aujourd'hui plus supportable. Donc on est sur un de ces phénomènes, de cette volonté politique de toujours réduire les dépenses sociales et de toujours augmenter la richesse de quelques-uns, parce que c'est la logique du système. Je pense que ça, il faut bien le percevoir. Et le conseil départemental, quand même, il a une caractéristique, c'est qu'il a au cœur de ses compétences le social, avec le RSA, avec les services sociaux, avec les éducateurs spécialisés, avec l'ASE, etc. Et puis, qu'est-ce que l'on constate? Comment pourrait-on croire que travailler auprès des plus précaires ne représente pas une pénibilité physique et psychique, surtout lorsque, face à la multitude des problèmes, et vous l'aviez souligné, effectivement, des habitants ont de moins en moins de réponses de la part des services. N'est-ce pas une souffrance psychique pour les travailleurs qui sont dans cette situation? Plus la situation des habitants se dégrade, comme c'est actuellement le cas, plus le travail social est pénible, plus la perte d'attractivité est grande et s'enclenche la spirale infernale, départ et recrutement en berne. Bien entendu, si nous ne pouvons pas bloquer la loi, nous serons amenés à voter une organisation du travail la moins dégradée possible. C'est pourquoi nous allons jusqu'au bout des contestations juridiques et institutionnelles. Attendons la décision du Conseil constitutionnel avant de se décider. Allons jusqu'au bout des dérogations et compensations. Émilie en a souligné pas mal dans les villes, même si on ne peut pas toujours appliquer ce que font les villes. Pour atténuer les effets, et nous avons le devoir aussi d'examiner, c'est une question, ce qui a été dit tout à l'heure, avec les syndicats qui trouvent que dans ce projet, il y a des modifications de l'organisation du travail qui ne sont pas en rapport avec la loi des 1607 heures. Comment pourrait-on voter sans purger cette question, sans discuter jusqu'au bout sur ces problématiques? Voilà, donc, ce qui nous amène donc, nous, alors quand je dis nous, c'est Sylvia Capanema, moi-même, et aussi Asdine Talibi, à voter contre cette organisation du temps de travail. Nous l'avons dit dès le début, et je pense que c'est vraiment dommage, je ne comprends pas cette obstination. Dans la période actuelle, on doit être fort ensemble, justement par rapport à ces attaques du gouvernement, dont j'ai essayé de retracer le sens. Voilà. Donc, sur l'autre volet, évidemment, on est tout à fait d'accord pour l'effort que fait le Ben oui, mais c'est pas évidemment, c'est pas une compensation de ça. On est tout à fait d'accord, mais cependant, il faudrait quand même rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure et ce qu'a dit aussi Émilie, c'est-à-dire que aujourd'hui 5,5% d'inflation et ça peut s'aggraver, et de l'autre côté, on nous donne 3,5% sur le point d'indice. Donc ça compensera même pas, et même l'effort que l'on fait, que je salue, ne compensera pas. Surtout quand on regarde depuis l'instauration du gel du point d'indice, la perte considérable pour les travailleurs sur les départements et dans les collectivités locales. Donc on peut le saluer, mais ça ne compense pas. Et il y a un combat à mener très très fort et en donnant du sens à celui-ci par rapport aux situations du travail social, des salariés, des villes et du département. Je vous remercie. Merci. Philippe Dallier.
Merci. Bon, Monsieur le Président, mes chers collègues, voilà une délibération dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle a déjà suscité beaucoup de débats, beaucoup d'interrogations, des inquiétudes et manifestement encore du mécontentement chez certains agents de notre collectivité. Cependant, je vais rappeler, mais comme d'autres l'ont déjà fait, que c'est la loi qui nous oblige à délibérer sur la durée du temps de travail, ou plus exactement sur l'organisation du temps de travail et la prise en compte de certaines spécificités dans le cadre de la reconnaissance de la pénibilité, mais dans le respect des 1607 heures annuelles qui s'imposent désormais à tous. Et c'est sur cette base législative que nous devons délibérer. Effectivement, à partir de là, il y a plusieurs possibilités. Certains élus, maires ou présidents d'intercommunalités ont choisi de contester la loi, pas seulement de la critiquer ou de regretter qu'elle ait été adoptée. Ils ont déclaré qu'ils ne l'appliqueraient pas et ne l'ont pas appliquée dans les délais, ce que, dans une démocratie, permettez-moi de le souligner, n'est pas sans poser problème lorsqu'il s'agit d'élus. Ces élus ont ainsi pris le risque de voir le préfet du département saisir les tribunaux et demander de lourdes astreintes. Alors certes, ces astreintes sont aujourd'hui suspendues et c'est maintenant le Conseil constitutionnel qui est saisi d'une QPC sur la base du principe de la libre administration des collectivités territoriales. Alors nul ne sait aujourd'hui ce que sera la décision du Conseil constitutionnel, mais je voudrais seulement, néanmoins, pointer un risque que personne ici n'a soulevé, que ces élus ont pris en ouvrant la boîte de Pandore. Imaginons un instant que le Conseil constitutionnel leur donne raison et valide l'argument de la libre administration des collectivités territoriales sur la durée du temps de travail. Chacun a-t-il bien réfléchi aux conséquences d'une telle décision ? Si le Conseil constitutionnel le faisait, ce que je ne crois pas, il détacherait immédiatement et de facto la fonction publique territoriale de la fonction publique d'État et hospitalière, ouvrant ainsi, au bout du compte, à un possible démantèlement morceau par morceau de ce que la fonction publique territoriale est aujourd'hui. Et nous savons tous ici que certains au Parlement en rêvent. Et nous savons tous que lors de chaque débat parlementaire, des élus locaux, parfois d'origine différente, demandent plus de liberté pour les communes en matière de contrat de travail, en matière de gestion de leurs effectifs. Réfléchissez à cela, parce que je pense que ce que vous regardez aujourd'hui comme un espoir de remettre en cause la loi sur les 1607 heures, et que certains utilisent, ne soyons pas naïfs, pour apparaître à gauche, à l'extrême gauche, comme les plus radicaux, pourrait bien se retourner. Écoutez, soyons pas naïfs, allez. D'ailleurs, on a entendu. Je propose qu'on en reste. On a entendu Pierre Laporte, donc regardons les choses telles qu'elles sont. Eh bien, ce risque pris avec la QPC, moi je vous le dis, il n'est pas négligeable. Et si jamais la réponse était positive, nous aurions mis, à mon sens, le doigt dans un engrenage dont personne ici ne peut nous dire jusqu'où il nous conduirait. Alors, est-ce que c'est ce que les agents souhaitent vraiment ? Eh bien, écoutez, moi, je ne le crois pas. Car enfin, est-ce qu'on peut proclamer haut et fort son attachement au statut de la fonction publique en général lorsque cela nous arrange, pour la garantie de l'emploi, pour ce qu'est la sécurité apportée par la grille de la fonction publique, et de l'autre, réclamer le droit de s'affranchir de ce cadre général de la fonction publique lorsque cela ne nous arrange plus. Quel agent souhaiterait réellement, et c'est ce que certains demandent, que chaque collectivité territoriale puisse définir à sa guise sa grille des salaires, ses cadres d'emploi, ses conditions d'avancement en dehors du cadre. Mais, enfin, écoutez, je rappelle la règle je ne du jeu, suis pas en train... Non, mais écoutez, je vais faire un peu d'explication, Monsieur le Président. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est ce que je souhaite. Je dis exactement le contraire. Exactement le contraire. Mais je dis qu'en découplant la fonction publique territoriale de la fonction publique d'État et hospitalière, vous prenez le risque de ce découplage. C'est simplement cela que je vous dis. Écoutez, j'ai un peu plus d'expérience au Parlement qu'un certain nombre ici.
Oui. Et des débats sur la fonction publique, j'en ai vécu. Et je sais quels sont certains amendements qui ont été proposés dans le passé. Et lorsque je vous dis que ce risque est non nul, écoutez-moi plutôt et réfléchissez-y plutôt que de siffler un peu bêtement. Oh, s'il vous plaît, je rappelle la règle. Franchement, je rappelle la règle. Ça a été valable pour tous les orateurs. Donc je demande vraiment qu'on respecte chacun l'ensemble des orateurs. Il y a une règle du jeu, c'est que le public n'a pas la parole. J'ai suspendu la séance pour permettre l'expression de l'intersyndicale. Je demande juste que cette règle soit appliquée jusqu'au bout de notre séance. Ça s'appelle juste le débat démocratique, républicain et serein. Merci, Monsieur le Président. Et puis également, comment leur expliquer que ce qui s'appliquerait au temps de travail aux fonctionnaires territoriaux, et je parle des autres fonctionnaires, ne s'appliquerait pas à eux? Alors je peux comprendre que l'on plaide pour l'ensemble de la fonction publique. Ce découplage, je le dis, il me semblerait très dangereux. Alors bien sûr, il y a à gauche et à l'extrême gauche ceux qui ont la réponse, puisqu'ils réclament les 32 heures pour tous, dans le public et dans le privé, en attendant les 28 heures et moins si affinité, puisqu'on nous explique que c'est le sens de l'histoire. Mais voyez-vous, entre vos désirs et la réalité, il y a la loi, et en démocratie, sans mandat du peuple, on ne gouverne pas. Et puis il est vrai que les 35 heures ont été un tel succès pour la compétitivité de nos entreprises et de notre industrie en particulier, que nous sommes toujours les seuls au monde à les avoir imposées de manière généralisée. Quant à la création d'emplois qui devait en découler, on en parle encore. Et à l'hôpital, plutôt que d'augmenter les salaires à l'époque, ce qui aurait été bien plus utile, Martine Aubry a préféré les mettre en place de manière généralisée contre l'avis de l'ensemble des syndicats alors, qui étaient bien conscients qu'avec les difficultés de recrutement, cela allait conduire à une véritable catastrophe. Nous sommes 20 ans plus tard et c'est bien pire encore que ce que nous avions imaginé à l'époque. Et puis, je vais me permettre de rajouter un élément. La France a aujourd'hui 2 900 milliards d'euros de dette publique. Peut-être qu'effectivement, beaucoup s'en moquent et se disent finalement 2 900 milliards, tout cela ne signifie rien, ça ne nous touchera pas, ça ne nous impactera pas. Eh bien, je crains effectivement qu'on ne découvre assez vite, avec la remontée des taux d'intérêt, que ça va avoir un impact lourd sur le budget de l'État. Et si cela a un impact lourd sur le budget de l'État, n'imaginez pas un instant que ça ne nous concernera pas tous ici, autant que nous sommes, que ça soit dans nos vies privées ou dans nos vies professionnelles. Alors, voilà pourquoi il me semble que nous devons aujourd'hui délibérer dans le cadre de la loi. Seconde question, le faire maintenant ou à l'automne prochain, c'est-à-dire dans quelques jours avant l'entrée en vigueur des nouvelles décisions. Si c'est pour attendre la décision du Conseil constitutionnel, elle viendra peut-être à l'été, nous dit-on, mais ce n'est pas certain. Et de toutes les manières, j'ai envie de dire, mais d'autres l'ont dit à gauche, si jamais c'était la décision prise, il est toujours temps, au mois de septembre ou au mois d'octobre, de revenir devant l'Assemblée délibérante et de rediscuter de tout cela. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un calendrier qui est fixé par la loi. Ouais, je rappelle la règle du jeu, y compris pour les nouvelles personnes qui ont rejoint le public. C'est que j'ai donné la parole à l'intersyndicale pendant la suspension de séance. Et désormais, ce sont exclusivement les élus, parce que c'est la règle qui s'exprime. Et le public est, dans ce moment-là, contraint à observer et suivre les débats sans s'exprimer. Donc nous respectons les délais, ce qui ne nous empêchera pas d'y revenir si effectivement les choses changent. Et j'en profite pour revenir sur l'exemple du Val-de-Marne qui est souvent mis en avant pour justifier d'une absence de libération dans ces délais. Et je m'en suis entretenu avec le nouveau président du conseil départemental du Val-de-Marne. C'est vrai qu'une nouvelle majorité s'est installée il y a 1 an à peine, et cette majorité a effectivement trouvé un dossier vide, puisque l'ancienne majorité avait déclaré ne pas vouloir appliquer la loi sur les 1607 heures.
Et donc l'administration du Val-de-Marne s'est trouvée devant un dossier vide et mener les négociations lorsqu'on veut le faire avec le temps nécessaire, eh bien ça ne permettait pas au Val-de-Marne de délibérer dans les délais. Et voilà pourquoi ils ont obtenu cette dérogation leur permettant de disposer d'un peu plus de temps. Alors, j'en viens maintenant au contenu de l'accord et au cadre et à la méthode qui ont été retenus. Le président Troussel nous dit avoir engagé depuis de nombreux mois les discussions avec les partenaires sociaux. Je n'ai pas de raison de mettre en doute ce qu'il... Oui, enfin, écoutez, je n'ai pas de raison de mettre en doute le fait que les services du département et lui-même aient rencontré à de nombreuses reprises les représentants syndicaux. Est-ce qu'il était possible de parvenir à un accord qui aurait satisfait tout le monde? Il semble que ça soit extrêmement difficile étant donné les positions radicales de non-application de la loi. Peut-être que d'autres, parmi les représentants syndicaux, sont sur des positions moins tranchées et demandent encore simplement des ajustements dans le cadre de la loi. Mais voyez-vous, dans notre groupe, nous n'en savons rien, puisqu'aucun syndicat n'a jugé utile de nous demander de nous rencontrer pour nous expliquer les points sur lesquels ils auraient voulu encore avancer. Je n'ai pu échanger qu'avec une représentante syndicale que je connais bien depuis un certain temps, puisqu'elle est venue me voir alors que je venais d'être élu maire des Pavillons-sous-Bois, 1995 tout de même. Et elle voulait me parler, c'est pour vous donner un exemple, de la complémentaire santé. Et voyez-vous, elle m'a convaincu. Et la ville des Pavillons-sous-Bois a été la première ville en France, première ville en Seine-Saint-Denis par définition, à prendre en charge la complémentaire santé pour une part pour les agents de la ville, alors qu'il n'y avait aucun cadre légal. Il vient seulement de tomber, le cadre légal, et il s'impose maintenant à toutes les collectivités territoriales. Et j'en profite, Monsieur le Président, pour vous dire, toute gauche que vous soyez, que vous êtes très en retard sur le sujet, bien plus que le maire de droite que j'étais alors. Mais pour en revenir à cette délibération, il est dommage que nous n'ayons pas été considérés comme des interlocuteurs possibles. Peut-être que les représentants syndicaux ont pensé que l'opposition n'étant que l'opposition, c'était du temps perdu. Eh bien, erreur manifeste, puisque vous avez découvert un peu tardivement que les 16 élus que nous sommes dans l'opposition, et même si je ne parle que pour les 10 de mon groupe, eh bien, peuvent faire la différence lors du vote qui va intervenir dans quelques minutes. Mais malheureusement, vous n'avez pas souhaité nous rencontrer. Nous avons seulement été destinataires dans les derniers jours de nombreux mails qui nous demandaient de voter contre, mais un débat avec vous, eh bien écoutez, je pense que cela aurait pu être utile. Et quant au tract qui fustige la proposition faite par la présidence, qui serait par définition mauvaise, au simple motif qu'elle ne pourrait être adoptée qu'avec les voix de la droite, eh bien je laisse leurs auteurs au manichéisme qui est le leur et à la petitesse de leur argumentation. Tout cela est dommage, car peut-être aurions-nous pu, sur tel ou tel point, faire avancer les choses en échange de notre vote. Peut-être. Écoutez, excusez-moi, mais sauf à ce qu'il y ait une longue interruption de séance pour qu'on puisse en débattre avec chacun des syndicats, ça me semble maintenant trop tard. Alors c'est une preuve de plus. C'est une preuve de plus dans notre pays que le dialogue social a de grandes marges de progression, y compris dans les collectivités territoriales, car si dans une entreprise, la direction est naturellement l'interlocuteur, ici, c'est la majorité de l'Assemblée qui décide, et cette majorité peut être à géométrie variable. Cette séance va probablement le démontrer. Et pour terminer, et avant de vous dire ce que nous allons faire, je voudrais exprimer un autre regret. L'État ou le législateur, plutôt le législateur et le gouvernement, dans les décrets d'application de la loi, ne sont pas allés au bout de la démarche qu'ils ont entreprise, et c'est là aussi regrettable. Ils ont en effet fixé le cadre à respecter, 1607 heures, acceptant le principe d'une déclinaison locale des dérogations qui pouvaient être regardées comme acceptables en matière de pénibilité notamment. Si on peut comprendre que pour les entreprises, eu égard à la diversité des métiers bien plus grande encore qu'au sein de la fonction publique, il valait mieux renvoyer la discussion au sein des branches professionnelles ou même au niveau de l'entreprise. Pour la fonction publique, le trop grand flou du cadre législatif
donne en fait au seul préfet de département le pouvoir de regarder comme conformes ou non à la loi les délibérations qui seront prises et donc de choisir de déférer ou pas au tribunal administratif ces délibérations en fonction du nombre de jours qu'elles pourront accorder et selon leur appréciation de la pénibilité de chacun des métiers. Eh bien, je le dis ici, c'est faire porter au préfet de département une responsabilité politique qui n'est pas la leur, même si chacun le sait, ils ont les épaules larges. Et à coup sûr, cela conduira à des différences de traitement entre collectivités de départements différents qu'il sera alors très difficile d'expliquer et donnera lieu sans doute à des contestations sans fin que seule la jurisprudence des tribunaux pourra alors trancher, ce qui n'est certainement pas la bonne solution. Ce n'est pas aux juges de faire la loi par défaut de précision de la loi. Alors tout cela étant dit, quelle appréciation portons-nous maintenant sur cette délibération ? Tout d'abord, elle nous semble respecter le cadre légal, ce qui est essentiel à nos yeux. Elle laisse une marge de décision à certaines catégories d'agents quant à leur cycle de travail. Je sais, j'ai bien compris que tous ne sont pas satisfaits des possibilités qui sont offertes. C'est vrai que, et je l'avais dit en commission il y a quelque temps, le fait de proposer à certains de travailler 41 heures pour récupérer effectivement le nombre de jours de RTT qu'ils avaient, ou de congés qu'ils avaient précédemment, il me semblait que dépasser les 40 heures semblait renvoyer à une époque que chacun semblait révolue, mais on m'a confirmé, on m'a dit, et j'espère que c'est bien le cas, que ça sera un choix des agents et qu'en aucun cas cela sera, je parle du choix du nombre d'heures effectuées par semaine et du nombre de jours de RTT qui en découlent. Bien sûr, et c'est le point d'achoppement, certaines catégories de personnel devant rentrer dans le cadre de la loi ne retrouveront pas en RTT le nombre de jours dont elles bénéficiaient précédemment, mais sinon il n'y aurait pas eu de loi et nous ne serions pas là en train d'en discuter. Mais la prise en compte de la pénibilité physique et de la pénibilité psychique, ce qui est une innovation et une avancée pour certains métiers, nous semble effectivement des dispositions intéressantes. Et il y a enfin les mesures salariales, même si leur présentation enjolive la réalité. Quand le président nous dit que l'effort est de 10% de la masse salariale, non, et je pense que tout le monde avait bien compris, on prend en compte 3 années, 3 exercices budgétaires, donc ça n'est pas un effort de 10% sur la masse salariale, et aucun des agents ne constatera effectivement une progression de 10% de son salaire net, chacun a bien compris. Et ceci étant dit, le département fait un effort budgétaire qu'on peut chiffrer en année pleine à 7 millions d'euros. Et 7 millions d'euros pour une collectivité comme la nôtre, qui n'est pas, et tout le monde le sait, une collectivité particulièrement riche, et même pas riche du tout, cet effort de 7 millions d'euros ne peut pas être regardé comme étant complètement déconnecté de cette réalité, même si effectivement l'envol de l'inflation en ces temps pose un autre problème, mais c'est d'abord à l'État de le régler celui-là, parce que là aussi, si vous demandez au président Troussel de compenser à lui seul et sur le budget du département l'envol de l'inflation, alors qu'à mon sens, c'est d'abord à l'État de régler ces problèmes, eh bien nous nous retrouverons dans quelque temps dans la même situation que nous avions connue, avec un budget du département qui sera tellement étranglé qu'au bout du compte, vous en subirez aussi les répercussions, comme la population du département en subira aussi les répercussions. Alors pour toutes ces raisons, et même si sur certains points, je pense notamment à certaines catégories de personnel administratif en crèche, directement au contact du public, ce qui est de plus en plus difficile dans ce département, il faut bien le dire, auraient pu bénéficier des RTT et de mesures supplémentaires, eh bien, nous voterons pour cette délibération et nous voterons pour la délibération sur les mesures salariales. Mélissa, merci. Mélissa Youssouf. Merci. Alors mon intervention elle concerne uniquement le premier rapport qui porte sur l'application de l'article 47 de la loi de transformation de la fonction publique. Cette loi sur l'harmonisation du temps de travail au sein des collectivités territoriales porte atteinte au principe de libre administration consacré par l'article 72 de notre Constitution.
Après la suppression des taxes professionnelles en 2010, puis la taxe d'habitation à partir de 2018, l'État veut désormais gérer les politiques RH des collectivités territoriales. De plus, alors que le gouvernement nous explique dernièrement que pour être mieux administrés, écoles et hôpitaux doivent répondre aux particularités locales, alors que les lois 3D et 4D répondaient à ce même principe, il nous explique que pour les collectivités territoriales, la logique inverse doit être appliquée. Ne nous voilons pas la face, chacune de ces propositions est faite dans une seule logique, elle est purement financière, elle consiste à réduire les coûts. Dans le département le plus pauvre de France métropolitaine, où le secteur social peine à fonctionner faute de candidature, comment espérer ne pas être, à cause de l'application de cette loi, moins attractif que le secteur privé, où les évolutions de carrière sont plus rapides, où on ne doit pas attendre plusieurs années pour voir son point d'indice augmenter, et où les rémunérations de base sont plus attractives. La précarité au sein de notre département ne cessant de croître, les agents, en première ligne de la mise en place de nos politiques publiques, travaillent dans un environnement toujours plus contraint et stressant. L'augmentation du temps de travail induite par la réforme des 1607 heures ne va faire qu'aggraver la situation. La formalisation d'un temps de travail ouvert à 41 heures hebdomadaires pour les agents de notre département ouvre la voie à des agents qui sortiront de chez eux à 7 heures du matin pour ne rentrer qu'à 19 heures, et ce 5 fois dans la semaine, des enfants livrés à eux-mêmes chaque matin pour se rendre à l'école, des enfants du coup responsabilisés beaucoup trop prématurément, parce qu'aucune des décisions politiques que nous prenons n'est hermétique aux autres, des enfants sans suivi scolaire parental, ou en tout cas avec moins, des parents épuisés qui courent après le temps et qui privilégieront par exemple la malbouffe quand nous proposons un plan alimentaire territorial, des agents surmenés au quotidien qui lèveront le pied sur leur suivi médical, des agents qui ne pourront pas s'émanciper et s'épanouir dans leur vie privée, des agents préoccupés par leurs enfants qui ne pourront pas travailler efficacement. Est-ce vraiment ce que nous voulons ? Notons également que de nombreux rapports présentés dans notre Assemblée pointent le nombre important de familles monoparentales dans notre département. Il en est de même pour de nombreux agents de notre département. À un moment où beaucoup à gauche se battent pour la semaine hebdomadaire des 32 heures, l'ouverture légale à la semaine des 41 heures qu'aucun gouvernement, aussi libéral soit-il, n'avait proposé, est donc pour moi absolument impossible. La réduction du temps de travail va dans le sens de l'histoire. Des 40 heures hebdomadaires du Front populaire en 1936 aux 35 heures il y a plus de 20 ans. C'est la raison principale de mon abstention à ce rapport. Nous savons que le mal-être au travail aura un impact direct en plus sur les habitants de la Seine-Saint-Denis. Je souhaite avant tout vous faire part de ma déception aujourd'hui. Nous nous accordons, il me semble ici tous, dans cette majorité au moins, à considérer cette loi comme antisociale. Il conviendrait donc de tout mettre en œuvre afin de la combattre jusqu'au bout. Plus qu'une simple bataille épistolaire avec le gouvernement, le département aurait dû pleinement s'engager juridiquement et politiquement contre cette loi. Cet engagement aurait dû être total. Merci de laisser l'oratrice terminer, s'il vous plaît. Merci de laisser l'oratrice terminer, s'il vous plaît. Nous ne pouvons en aucun cas affirmer être contre l'application de cette loi et ne pas épuiser tous les recours possibles avant de l'appliquer. Le constat est saisissant. Par la présentation de ce rapport aujourd'hui en séance, notre département, censé être le seul de gauche en Île-de-France, adopte une position bien moins intéressante que les propositions faites actuellement par le département du Val-de-Marne ou celles adoptées par Paris. L'avènement de la NUPES a nourri un espoir au sein de la population, celui du repositionnement de la gauche plus à gauche après des années d'errance pour certains. Les habitants nous l'ont d'ailleurs signifié lors des dernières élections, ils veulent plus de justice sociale. Il y a 15 ans, alors jeune militante, on m'a appris que le rôle de la gauche est d'apporter du mieux vivre à travers des conquêtes sociales qui passent par la lutte. Aujourd'hui, la lutte n'a été que partielle et je m'en désole. Nous sommes élus, nous nous engageons en politique pour transformer la société, faire valoir nos idées, en aucun cas pour retranscrire les consignes de l'État. Car dans ce cas, nous n'avons qu'à laisser la place au préfet ou à un de ses représentants pour présider cette assemblée
et retrouver ainsi la situation d'avant les lois de fer, où l'État contrôlait les actes des collectivités locales a priori. Il y a 12 ans, alors qu'il était président du Conseil général, Claude Barthelone faisait adopter un budget en déséquilibre pour pointer les manquements de l'État. Un budget de révolte, et 75 disait-il. millions d'économies. Un budget de révolte, disait-il. Aujourd'hui, on en vient à ne même plus attendre la décision du Conseil constitutionnel qui peut être en notre faveur. On ne gagne pas toujours les combats politiques, mais ce qui compte, c'est de les mener. Nous connaissons l'engagement sans faille de nos agents. Aucun ici ne nous en voudra d'avoir perdu au tribunal administratif, mais ils nous en voudront d'avoir abdiqué sans avoir mené une bataille totale. C'est donc pour ça, Monsieur le Président, dans une dernière tentative, que je vous propose le retrait de ce rapport. Merci. Merci Nadia Azoug. Merci. Alors, cher Président... Merci de laisser parler, cher Président, merci de Mesdames, laisser parler Messieurs, l'oratrice, s'il vous plaît. Chers collègues, cher Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je ne reviendrai pas sur le positionnement déjà annoncé par Frédéric Denis au nom du pôle écologiste. Je me devais en revanche de prendre la parole en tant que vice-présidente chargée de l'enfance, de la prévention et de la parentalité. Je souhaiterais que tout le monde prenne conscience de ce que les 1607 heures représentent pour les agents et agentes de la direction de l'enfance et de la famille que recouvre cette délégation particulière, dont la majorité sont des prérogatives obligatoires pour un département. Ayons en tête l'enjeu colossal, la direction enfance-famille, c'est près de 3000 agents au siège et répartis sur 22 circonscriptions de l'aide sociale à l'enfance en PMI et en crèche. C'est 37% des agents du conseil départemental. La France fait face à une grande situation. La France fait face à une grave situation des métiers en tension dans le secteur du médico-social et des métiers de l'accueil du jeune enfant. La Seine-Saint-Denis ne déroge pas à la règle, bien au contraire. Depuis mon élection, je continue de mesurer l'ampleur de la situation. À chaque visite sur site, à chaque rencontre, chaque jour, nous pouvons mesurer l'épuisement, les postes vacants, les pressions quotidiennes. Chaque jour, nos agents accueillent des habitants en très grande précarité. Et comment ne pas être soi-même en situation de mal-être, à avoir à accueillir des situations de vie de plus en plus précaires, de plus en plus à la marge, en situation de pauvreté grandissante. J'ai une pensée particulière pour la circonscription ASE de Saint-Ouen. Un incident d'une grave violence est produit au mois de juin avec la décompensation d'un jeune. Plusieurs questionnements. Le sujet est-il l'équipe décimée ou est-ce le fruit de la fragilité sociale, de la santé mentale en berne de nos habitants? Le sujet des 1607 heures est imposé par l'État, ne l'oublions pas. J'ai souvenir ici de l'accueil du Premier ministre Jean Castex en septembre 2021 pour la renationalisation du RSA, venant ici s'enorgueillir de la prise en compte des particularités des territoires, dont celui du 93. Alors pourquoi, pour les 1607 heures, sommes-nous en décrochage sur ce principe? Celui qui consisterait en une nécessaire équité de traitement et à un non-alignement aussi brutal. L'État impose, oui, l'État impose injustement sans tenir compte des besoins, des manques, des moyens dont le département ne dispose pas. Les 1607 heures, c'est l'État qui nous impose d'amputer de 12 jours de congé au moins tous les agents du département. Et c'est déjà, oui, on est bien d'accord, c'est conséquent. Mais les éducateurs, eux, perdent plus du double. 25 jours leur seront enlevés au moment où ils en ont le plus besoin et au moment où la nécessité de la question du répit est nécessaire. C'était une juste prise en compte des situations quotidiennes qu'ils vivent. Ce n'est pas un privilège, on le sait que ce n'est pas un privilège, c'est aussi une manière de se rendre davantage attractif que d'autres collectivités. La considération et le respect que j'ai pour le travail de ces femmes et de ces hommes à l'ADEF est sans commune mesure. Ne nous trompons pas. Et sans méprise, je tiens à saluer également l'investissement face à ce casse-tête sur les temps de travail effectués par les services. Puis, je pense ici à la semaine de 4 jours dans les crèches. Cela permet pour ces professions extrêmement féminisées de conjuguer vie familiale et travail à temps plein. Puisqu'en 2022, il est encore trop souvent la norme pour des femmes de travailler à temps partiel pour s'occuper des enfants. Oui, en effet, les combats restent à faire. Malgré ce tableau alarmant, nous ne sommes pas vaincus. La fatalité ne gagnera jamais. Nous, élus de Seine-Saint-Denis, sommes tenaces. Nous continuons d'œuvrer pour proposer les meilleures conditions de travail possibles à nos agents de l'ASE, des PMI et des crèches. Pour ce faire, nous travaillons à des solutions à court, moyen et long terme. Il n'y aura pas de baguette magique.
Les revalorisations salariales sont une première solution immédiate. C'est dans cette perspective seulement que nous le proposons. Nous aurions souhaité pour cela dissocier les deux rapports. Il s'agit de rendre justice à des situations difficiles, bien antérieures aux 1607 heures. La première solution apportée par notre majorité, c'est 100 € bruts par mois en moyenne pour les auxiliaires de puériculture. 230 bruts par mois pour les agents de la filière médicale en PMI, y compris pour les oubliés du Ségur. Un Ségur totalement incomplet. Oui, un Ségur totalement incomplet, et je pense que les luttes doivent continuer, qui creuse les inégalités. Il laisse pour compte des métiers et des fonctions administratives complémentaires, formant un tout indissociable pour les populations. Nous allons plus loin que l'État en prenant ces métiers également en compte dans nos revalorisations salariales. Nous proposons aussi 250 € bruts par mois pour les agents du secteur social concernés par la conférence sociale ou non. À cela s'y ajouteront, comme cela a été évoqué tout à l'heure, les tickets restaurants pour les agents de circonscription éloignés d'une restauration collective. Sur le moyen et long terme, nous tenons à remettre la question du bien-être et du mieux vivre au travail au cœur de notre projet politique. Cela passe par la mise en place d'un environnement de travail apaisé qui serait autrement accueillant. Ces espaces revisités seront là pour recevoir le plus sereinement possible les populations fragilisées dans des locaux de qualité pour tous, personnels et usagers citoyens. À cet effet, nous prévoyons pour 2023 un diagnostic des besoins, puis un plan conséquent de travaux pour les circonscriptions de l'ASE. Aujourd'hui, par ce deuxième rapport, nous votons des revalorisations salariales pour soulager une situation devenue intenable. Ici et maintenant, aujourd'hui, nous semons également les graines qui permettront demain des conditions de travail plus sereines et une meilleure accessibilité à des emplois. Nous avons récemment rencontré les organismes de formation de travail social avec Magali Thibault. Il s'agit de recréer des vocations, de recruter la nouvelle génération de travailleurs sociaux. Oui, nous gardons espoir. Les chantiers sont conséquents, nous le savons, nous en sommes bien conscients. Nous travaillons aussi à un plan de formation interne pour permettre de former, diplômer les agents en fonction, en partant d'un principe cher à la gauche, la promotion professionnelle et promotion sociale pour le plus grand nombre. Le département sera un département employeur, pouvant lui être fier de ses habitants et loin des blablas. Le département sera un département employeur, pouvant lui être fier de ses habitants et loin des blablas d'un président de la République qui, par son arrogance, pense qu'en traversant la rue, on trouve un travail. Nous n'avons pas de baguette magique. Maya Angelou écrivait dans Lettre à ma fille « Tu ne peux contrôler tous les événements qui t'arrivent, mais tu peux décider de ne pas être réduite à eux. » Nous ne pouvons pas promettre dès demain des lendemains meilleurs. Nous pouvons en revanche paver la route de solutions concrètes qui donneront des résultats dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. En attendant, nous continuons de concerter, réfléchir ensemble, co-construire. Le schéma départemental de protection de l'enfance, le chantier commencera en octobre, nous donnera aussi cette occasion. Merci. Merci. Frédéric Molossi. Frédéric Molossi. Monsieur le Président, mes chers collègues, mesdames et messieurs les représentants du personnel et mesdames et messieurs du public, quelques mots, si vous le permettez, à ce moment précis de notre séance. D'abord pour dire qu'il y a parfois des séances qui revêtent un caractère particulier. Celle-ci, incontestablement, fait partie de ces séries, puisque nous avons à aborder un sujet ce matin qui est un sujet assez, on l'aura compris, difficile, compliqué, qui crée beaucoup d'insatisfaction. On l'a entendu à travers notamment l'intervention des représentants de l'intersyndicale. C'est aussi un chantier du dialogue social particulier, puisque, contrairement à beaucoup d'autres, celui-ci concerne l'ensemble des agents de notre collectivité. Il est parfois compliqué de concilier des points de vue différents, surtout quand aucun d'entre nous ici n'est à l'origine de cette loi d'août 2019, de son article 47 et des dispositions qu'il comprend. Aucun d'entre nous ici, quelle que soit son appartenance politique, n'a pris l'initiative d'une telle disposition. Et c'est donc sous la contrainte
sous la contrainte. Eh oui, souffrez qu'il en soit ainsi. C'est sous la contrainte, puisqu'il s'agit d'une loi, que l'ensemble des collectivités, les 36 000 communes et la centaine de départements, sans parler des intercommunalités, l'ensemble des collectivités territoriales se sont trouvées sur des bases de calendrier différents en fonction de la date de leur renouvellement, en contrainte d'ouvrir ce chantier des 1607 heures. De ce point de vue-là, mesdames et messieurs, quel que soit votre ressenti, au demeurant légitime, souffrez qu'il en soit ainsi. Bien. S'il vous plaît. Je ne vais pas rappeler la règle une énième fois. Donc, chacun écoute l'orateur. C'est ça la règle du jeu avec le public dans les assemblées. Surtout quand j'ai suspendu la séance pour vous permettre de vous exprimer. Je propose qu'on laisse les derniers orateurs s'exprimer. Merci. Merci. Je ne faisais là que rappeler le contexte dans lequel intervient la séance de ce matin. Deuxième élément que je voudrais rappeler ici, c'est le choix qui a été le nôtre depuis l'ouverture des discussions et des négociations sur le sujet. Là aussi, j'invite celles et ceux qui font part de ce type de remarques. De temps en temps, me semble-t-il, il conviendrait que chacun se compare et aille aussi regarder ce qui se joue dans d'autres collectivités avant de considérer systématiquement qu'au sein de la sienne, rien ne fonctionne comme il conviendrait et que le dialogue social serait de mauvaise qualité. Cette parenthèse étant fermée, j'en reviens à un point de vue qui a été celui de l'exécutif, en tout cas depuis le début sur ce sujet, c'est de travailler en toute transparence avec l'ensemble des représentants du personnel et surtout de faire le choix d'une délibération qui ne nous mette pas sous la coupe, et ça a été rappelé, de l'autorité préfectorale et uniquement à ce stade de l'autorité préfectorale, avec un risque de se voir imposer des réorganisations au sein de la collectivité qui n'aient pas été réfléchies, travaillées et partagées avec l'ensemble des partenaires du dialogue social. Et ce point de vue-là, nous n'en avons pas dérogé jusqu'à ce matin même. Et de ce point de vue-là, je dois le dire, le travail accompli, qu'il s'agisse des cycles de travail, qu'il s'agisse de l'utilisation de l'ensemble des leviers dont nous disposions, je pense là naturellement aux critères de pénibilité, je pense là également aux suggestions, je pense évidemment au choix que nous avons fait éminemment volontariste que de prendre en considération, notamment pour les travailleurs sociaux, dont chacun ici a conscience de ce que peut être le quotidien, leurs difficultés, les pressions auxquelles ils font face et la charge mentale qui est la leur. Et personne ici, de ce point de vue-là, n'a le moindre doute, et c'est d'ailleurs bien la raison pour laquelle nous avons proposé, à l'issue d'ailleurs des dernières discussions avec les représentants du personnel, d'intégrer, alors même que nous n'avons à ce stade aucune réponse permettant de nous assurer que le contrôle de légalité adoptera ou permettra en tout cas l'adoption de ces fameux 3 jours de congé pour risque psychologique, que nous nous sommes inscrits dans cette démarche volontariste. Je crois que, bien que là encore, je l'ai bien entendu, beaucoup nous est reproché, beaucoup de choses nous sont dites, mais que nous sommes allés au bout intellectuellement avec une rigueur intellectuelle et un souci de la transparence absolue, et que le résultat de ce travail est aujourd'hui celui sur lequel, mes chers collègues, nous devrons nous prononcer dans les minutes qui viennent. Je voudrais aussi dire, pour celles et ceux qui auraient pu, dans leur intervention parfois, venir dire aux autres ce qu'il conviendrait de faire ou de ne pas faire, qu'il n'y a, je crois, autour de cette table, aucun élu, en tout cas au sein de cette majorité, qui ait de leçons particulières à recevoir en matière de prise en compte de ce que sont les réalités difficiles du service public,
des agents qui le rendent au quotidien auprès de la population séquano-dionysienne, et qu'il n'y a absolument personne autour de cette table, pardonnez-moi de le rappeler, mais ça me semble utile, compte tenu parfois de propos qui me semblent particulièrement caricaturaux, qu'il n'y a pas autour de cette table des gens qui se réjouissent de voir un certain nombre de nos agents perdre un certain nombre de leurs acquis et un certain nombre de jours de congé. Voilà, je veux le rappeler ici, parce qu'il n'y aurait pas d'un côté un monde binaire dans lequel il y aurait les gentils pendant que les autres seraient ramenés au camp des méchants. Voilà, je le dis, et c'est votre serviteur comme président des instances depuis maintenant 12 ans au sein de cette collectivité qui, je crois, a essayé de mener avec les représentants du personnel, parfois je l'admets dans un dialogue rugueux, mais après tout le sujet méritait que nous ayons parfois des échanges rugueux, mais essayer de mener avec transparence, conviction et sans jeu de posture ni de démagogie, le travail auquel nous sommes parvenus. Donc je voulais rappeler ça parce que parfois je sais que les élans oratoires peuvent nous faire dire des choses qui vraisemblablement dépassent, je n'en doute pas une seule seconde, la pensée des uns et des autres. Dernier point, parce que ce mot-là revêt une connotation particulière. Certains ont dit que nous aurions abdiqué. Eh bien, moi, je le dis, je conteste vigoureusement ce propos. Nous avons fait preuve de responsabilité. Nous avons fait preuve de transparence. Le sujet est complexe. La loi s'impose. Nous sommes allés au bout. Nous sommes allés au bout de l'ensemble des leviers sur lesquels nous pouvions nous appuyer pour limiter les conséquences sur l'ensemble des agents de la collectivité. Je rappelle ici que nous avons, avec tous les autres, mené toutes les démarches conjointement partagées par la majorité en direction des autorités préfectorales comme des autorités gouvernementales. Personne n'a failli, personne n'était absent du rendez-vous. Et je le dis ici, nous continuerons. D'abord, parce qu'il va de soi, mais cela vaut mieux de le rappeler, puisque c'est, y compris dans l'introduction même de la délibération, que si le Conseil constitutionnel venait à remettre en cause la loi d'août 2019 et son article 47, évidemment qu'il ne se trouverait pas ici, au sein de cette majorité, aucun d'entre nous pour ne pas en tirer l'entièreté des conséquences. Bien évidemment, mais le sens des responsabilités doit nous conduire parfois à prendre des choix difficiles, douloureux, qui laissent de l'amertume, qui laissent du mécontentement, mais il me semble que c'est aussi une manière comme une autre, au fond, de respecter les agents du service public en les prenant pour des partenaires sans pardonnez-moi, parfois s'en tenir à des postures. Je vous remercie. Merci. Merci. Puisque je vois quelqu'un qui se promène avec le nom de Jean Jaurès, permettez-moi de vous rappeler cette belle phrase. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir. Chacun ses références. Chacun ses références. Quand des élus, merci. Quand des élus de la majorité désormais prennent leurs références dans le Val-de-Marne, ils ont le droit. J'ai hâte de les voir approuver. J'ai hâte de les voir approuver les revalorisations proposées à l'automne par cette nouvelle majorité. Je les laisse, y compris des élus de la majorité, je vous ai écouté, je les laisse, ces élus de la majorité, approuver, par exemple, la politique qui est désormais celle du Val-de-Marne, s'agissant de l'évaluation et de l'accompagnement des MNA. Chacun ses références. La mienne, c'est Jean Jaurès. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir les lois du mensonge triomphant et de ne pas faire écho aux applaudissements et aux huées fanatiques. Merci à vous. Je passe la parole à Roland Cranoli. Merci. Roland Cranoli, seul.
Merci, Monsieur le Président. J'ai une simple question. Depuis tout à l'heure, j'écoute les échanges entre les différents élus, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. J'ai une question extrêmement simple. Parce que je pense qu'en tant qu'élus, nous devons aussi faire preuve de pédagogie. Et c'est la question, je la pose volontairement pour que l'Assemblée présente ici, aujourd'hui, comprenne bien ce qui se joue. Je ne suis pas contre la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Par contre, j'aimerais bien comprendre une seule chose. J'ai entendu plusieurs orateurs et oratrices manifester leur opposition à cette délibération. Et pourtant, ces mêmes orateurs et oratrices ont précisé qu'ils allaient simplement s'abstenir. Lorsque je suis contre quelque chose, je vote contre. Lorsque je suis pour, je suis pour. Donc, à un moment donné, il faut quand même avoir le courage d'assumer ses responsabilités en tant qu'élu. Merci. Alors, une dernière intervention, celle de Magali Thibault, avant de passer au vote. Merci à vous. Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs présents dans l'Assemblée. Écoutez, ce débat sur le temps de travail que nous avons eu est nécessaire et indispensable et les dispositions que nous sommes obligés d'appliquer ne doivent cependant pas occulter les choix politiques faits par le département de manière plus volontariste qu'aucun autre n'a fait et qui vous sont soumis aujourd'hui au vote. Et je parle bien évidemment des revalorisations salariales, revalorisations attendues par les agents de notre collectivité territoriale. Ces mesures nous ont semblé d'autant plus essentielles en période d'inflation quand le pays commence à connaître des grèves et qu'un projet de loi bien insuffisant vient d'être déposé à l'Assemblée nationale. Mais je sais pouvoir compter sur les députés de Seine-Saint-Denis pour proposer un projet de loi bien plus ambitieux en la matière. Ces revalorisations salariales concerneront plus de 6600 agents. Et à ceux qui prennent comme exemple le conseil départemental du Val-de-Marne, je suis assez surprise car, en tout cas, de mon point de vue, je n'ai vu aucune proposition de revalorisation salariale pour le département du Val-de-Marne. Mais nous verrons bien. Allez, Magali Thibault, seule. Ces mesures de revalorisation traduisent notre reconnaissance pour le service public départemental et les agents qui le font vivre au quotidien, ainsi que notre volontarisme pour agir sur le pouvoir d'achat en période de crise. Elles viennent compléter et amplifier les mesures votées lors du Ségur de la santé, un Ségur, et ça a été rappelé, bien insuffisant et profondément inégalitaire, avec de nombreuses professions oubliées. Inégalité que notre majorité et le président du département n'a cessé de faire remonter au Premier ministre. Je ne vais pas revenir sur les priorités fixées de ces revalorisations. Elles ont été exposées par le président du département. Ce sont au total plus de 35 millions d'euros qui y seront consacrés et je vous invite à mesurer l'effort considérable que cela représente pour notre département. Effort qui n'a jamais été réalisé à cette même hauteur par le passé. Nos services publics sont confrontés à une crise d'attractivité majeure dans les métiers du soin, du travail social, pas qu'en Seine-Saint-Denis, mais sur tout le territoire français. Et à travers ces revalorisations, c'est aussi ce sujet que nous voulons prendre à bras-le-corps. En tant que vice-présidente en charge des solidarités et de la santé, permettez-moi d'insister particulièrement sur le secteur du travail social. Il faut le redire constamment aux agents, ils et elles font un travail de grande valeur. Nous leur devons un engagement quotidien essentiel dans nos territoires où nos concitoyens les plus vulnérables ont besoin de ce service public et de l'engagement de ces agents. Pourtant, les agents de services sociaux et médico-sociaux sont les premiers à subir les reculs de tous les autres services publics. Insuffisance du logement, déserts médicaux, désengagement des services de l'État à travers le tout numérique sur l'accès aux droits, fermeture des points d'accueil ou encore la montée de nouvelles précarités. Je pense notamment au sujet sur la santé mentale. Nos mesures, nous les combattrons, nous les mènerons et nous mènerons le combat auprès des services de l'État pour qu'ils assument leur mission, notamment leur mission de service public. C'est aussi une crise des vocations, ma collègue Nadia Azoug l'a évoqué précédemment, qui s'opère. Pour autant, en Seine-Saint-Denis, nous ne voulons pas nous résigner
Et nous souhaitons agir pour attirer de nouveaux professionnels, travailleurs sociaux, mais aussi fidéliser nos agents qui sont aujourd'hui présents au sein du département de la Seine-Saint-Denis. Nous avons donc souhaité aller plus loin que l'application du décret afin de reconnaître et de revaloriser l'ensemble des travailleurs sociaux. Et quand je dis travailleurs sociaux, je pense bien évidemment à l'ensemble des agents qui œuvrent au quotidien dans nos services sociaux. Je pense notamment aux agents d'accueil et aux agents administratifs. Et nous souhaitons aller aussi bien plus loin en périmètre, puisque ce fameux Ségur de la santé, bien insuffisant, a oublié bon nombre de professions. Et comme je venais de le rappeler, je pense bien évidemment aux agents d'accueil. Permettez-moi de vous énumérer quelques exemples très parlants. Une augmentation de 250 € bruts par mois pour les assistants socio-éducatifs, les éducateurs et éducatrices de jeunes enfants, les conseillers socio-professionnels et les moniteurs éducateurs. Une moyenne d'augmentation de 70 € bruts par mois pour les agents de catégorie C, portée à 120 € bruts par mois en moyenne pour ceux qui exercent des fonctions d'accueil du public en grande précarité. Non, rien n'est un mensonge. Allez. On termine, Magali, Thibault. À cela se rajoutent 100 € bruts par mois pour tous les maîtres d'apprentissage, 50 € bruts par mois pour les tuteurs et tutrices accueillant des stagiaires et des services civiques, ou encore la création d'une prime pour les agents assurant un intérim dit horizontal en circonscription d'un montant de 100 € bruts par mois pour les responsables de circonscription. Je suis désolée de vous le dire, mais ça fait aussi partie des revendications et des demandes qui ont pu avoir lieu lors de la concertation sur le travail social, et aujourd'hui nous y répondons. Ou encore le passage des fiches de poste des écrivains publics de catégorie C en catégorie B. Je ne reviendrai pas sur notre proposition tant attendue et demandée depuis plusieurs années. Il n'y a pas une seule circonscription de service social qui ne m'a pas parlé de la mise en place des chèques déjeuner. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, nous allons le faire. Ces revalorisations salariales ne sont pas l'alpha et l'oméga pour agir sur l'attractivité. Et encore une fois, ma collègue Nadia Azoug a pu évoquer le travail que nous menons de fond sur l'attractivité des métiers du travail social, et à ces revalorisations salariales s'ajouteront des mesures que nous avons déjà engagées avec le recrutement de 400, avec la volonté de mettre en œuvre 450 recrutements, mais encore de rénover l'ensemble de nos accueils. À titre d'exemple... Est-ce qu'on peut... Écoutez, les choses se sont passées correctement ce matin. Je souhaite que ça se termine dans le même climat. Donc merci de bien vouloir laisser l'oratrice terminer. À titre d'exemple, l'amélioration des conditions de travail pour l'ensemble des agents intervenant dans les circonscriptions de services sociaux vont pouvoir prendre comme exemple que dès la rentrée 2022, l'ensemble des circonscriptions de services sociaux se verront obtenir des travaux suite à leur demande. Et cela pourra s'inscrire sur les prochaines années. Bien évidemment, nous agirons également pour travailler avec l'ensemble des instituts de formation pour gagner en attractivité et aussi auprès de l'accueil des stagiaires. Vous l'aurez donc bien compris, en tant que vice-présidente en charge des solidarités et de la santé, compétence phare de la collectivité, je réaffirme ici avec sonalité notre attachement collectif au service public, à ses agents et à leur mission d'intérêt général. Cet engagement est dans l'ADN de notre exécutif. Voilà pourquoi nous assumons de déployer un effort sans précédent pour nos agents à travers les revalorisations salariales. Je vous remercie pour votre attention. Merci Magali. Bon, je n'ai donc plus d'orateurs inscrits. Je voudrais simplement dire quelques mots pour conclure nos échanges avant de passer aux voix. D'abord, je voudrais, quelle que soit la vivacité de nos échanges, parfois leur rugosité, ou je ne sais plus quel mot employer, je voudrais d'abord vous remercier pour ces débats. Et j'ai eu à plusieurs reprises l'obligation de rappeler au public, mais je remercie les organisations syndicales d'avoir fait en sorte que cette séance puisse se tenir dans de bonnes conditions globalement. Je sais ce qui a pu se passer dans d'autres collectivités et donc je voudrais que ça se termine dans les mêmes conditions, Monsieur Hamadach, s'il vous plaît. Je voudrais que ça se termine dans les mêmes conditions. Merci. Je sais ce qui a pu se passer dans d'autres collectivités et je suis heureux, j'en remercie à la fois les organisations syndicales, les agents présents, mais également
les élus de la majorité comme de l'opposition, d'avoir fait en sorte que nos débats se tiennent globalement dans la sérénité. Je l'ai dit aussi, Frédéric Molossi a fait référence, quelles que soient les évolutions qui pourraient encore intervenir, dans les semaines ou les mois qui viennent, je l'ai dit, nous en tiendrons compte, et donc le dialogue continuera, puisque je vous rappelle que la délibération que nous pourrions adopter ce matin n'entrera en vigueur qu'à partir du 1er janvier 2023. Et donc, nous tiendrons compte à la fois de ce qui pourrait se passer du côté du Conseil constitutionnel, comme des avancées éventuelles qu'auraient obtenues d'autres collectivités que nous n'avons pas obtenues de la part du contrôle de légalité. Merci de me laisser finir. Que nous n'avons pas réussi pourtant à obtenir du contrôle de légalité de Seine-Saint-Denis. Je ne vais pas prolonger nos échanges parce que j'ai dit en introduction mon point de vue global sur l'ensemble de ces deux délibérations. Je voudrais juste revenir sur l'échange et ce qu'évoquait Philippe Dallier sur les 10% entre 2021 et 2023. Jamais je n'ai dit que ce serait autre chose que plus 10% de masse sur notre masse salariale entre ce que nous avons inscrit au BP 2021 et 2023. C'est ça la réalité. Je n'ai jamais dit autre chose. Bien évidemment que ça ne sera pas 10% sur chaque feuille de paye. En revanche, puisque vous avez aussi employé la formule, Monsieur Dallier, selon laquelle aucun agent ne serait concerné par une hausse de 10% sur sa feuille de paye, c'est faux. C'est faux parce que, par exemple, pour un travailleur social, et Magali Thibault vient de le rappeler, en début de grille salariale, cela représente en fait plus 11,5 pour un travailleur social en début, 8,9% d'augmentation en moyenne. Et si on y ajoutait les tickets restaurants à comptabiliser éventuellement, eh bien, c'est parfois une hausse de pouvoir d'achat de 15% en bas des grilles de salaire, avec donc une moyenne de 11,5. Donc, et je ne compte pas le point d'indice. Ça a été dit par plusieurs collègues, en particulier de la majorité. Bien évidemment que tout n'est pas réglé avec cette disposition sur les revalorisations salariales. Ça vient d'être dit d'ailleurs aussi par Magali Thibault. Je l'ai dit moi-même en introduction. Si nos services souffrent dans ce département, c'est que bien évidemment, ils sont interdépendants des autres services publics nationaux ou des autres collectivités. Quand il y a 2000 places notifiées par la MDPH pour des enfants dans des établissements spécialisés et que la seule réponse que nous fournit la ministre des Personnes en situation de handicap, en tout cas la précédente, c'est qu'il fallait avoir recours à l'école inclusive, eh bien oui, ça met en difficulté nos services. Je l'ai dit, quand nos assistantes sociales se réveillent au milieu de la nuit pour pouvoir obtenir un rendez-vous en ligne à la préfecture pour régulariser ou simplement renouveler un titre de séjour d'une personne qui est là depuis longtemps sur le territoire national, eh bien ça les met en difficulté et ce n'est pas de la seule responsabilité du département. Et je pourrais multiplier les exemples dans ce domaine. Donc que les choses soient claires, en dépit de tous les efforts que nous pouvons faire, à la fois financiers, ou les efforts que nous avons essayé de faire pour utiliser tous les interstices de la loi, eh bien oui, je l'ai dit en introduction, tous ces métiers du lien, du soin, de l'éducation sont en grande difficulté dans notre pays. Et dans un département plus fragile encore que les autres, eh bien nous en subissons encore plus les conséquences. Et je le dis, cette loi sur la transformation de la fonction publique, bien évidemment elle est loin justement d'apporter des réponses à ce constat-là, et nos revalorisations pour volontariste qu'elle soit et ambitieuse, comme je le répète et je ne cesserai de le répéter, aucune autre collectivité ne votera des revalorisations de cette ampleur. Et j'ai hâte de faire toutes les comparaisons du monde pour le démontrer. Eh bien, oui, nous ne réglerons pas seuls l'ensemble des difficultés. Voilà. En tout cas, bien évidemment, je l'ai dit, le dialogue continuera. Nous tiendrons compte des évolutions pour faire en sorte que notre service public départemental puisse continuer d'agir, y compris en innovant au service des habitants de ce département. Avant de passer au vote, je vous précise que j'ai reçu le pouvoir de Michel Choulet pour Jean-Michel Bluteau, Franck Canaroso pour Holding Pierre, Séverine Maroun pour Philippe Dallier, Asdine Taibi pour Sylvia Capanema,
Abdel Sadi pour Pascal Labbé, Élodie Gérardet pour Frédéric Denis, Sylvie Paul pour Angela Segura, Mathieu Monod à moi-même. Alors, je vais donc maintenant, comme je m'y étais engagé, bien évidemment, passer aux voix sur chacune des libérations. La première, s'agissant du règlement du temps de travail des agents du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, c'est le projet de délibération numéro 2022-718. Qui est contre? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en compte 8, moi, c'est ça? 9, 8. Alors, ensuite, qui? Alors, je crois 9 voix. Qui s'abstient? Qui s'abstient? 2 abstentions. C'est ça? 9 contre et 2 abstentions. Qui vote pour? Donc, la délibération est adoptée.